Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à Philippe Boukobza et au CFEF de m'avoir invité à vous parler d'un cas clinique. Alors, ce cas clinique va traiter d'un visage qui n'est pas si lisse que ça. Il s'agit d'une patiente qui est une troisième part. Elle a eu deux précédentes grossesses d'une précédente union en 2013 et en 2015. Elle n'a pas d'antécédents médicaux chirurgicaux particuliers. Elle pèse 70 kg pour 1,60 m. Ce couple n'est pas apparenté. L'échographie du premier trimestre a été réalisée par une de mes collègues à 13 semaines d'aménorrhée plus 2 jours, montrant une LCC à 72,2 mm et une clarté nucale à 2,5 mm sans anomalie morphologique retrouvée. Les marqueurs sériques du premier trimestre sont venus à 1 sur 10 000, avec une papa à 1,09 mom et des bêta-HCG à 0,42 mom. Je vois donc cette patiente pour la première fois pour son échographie du deuxième trimestre, à 22 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. L'examen cardiothoracique fœtal est normal. Il en est de même pour l'abdomen, le pelvis, le rachis, ainsi que les membres. Les mesures biométriques du périmètre abdominal ainsi que de la longueur fémorale sont parfaitement normales. Lors de l'examen du pôle céphalique, en se basant sur les clichés de la CNEOF, il y a une première chose qui nous choque, c'est avec une anomalie sur la coupe du nez-bouche. On retrouve effectivement, comme vous pouvez le voir, une double discontinuité de la lèvre supérieure qui correspond à une fente labiale bilatérale. Le cervelet est d'aspect échographique normal. On reviendra un petit peu plus tard sur l'analyse sémiologique de la coupe du périmètre céphalique. Pour l'exploration de la fente labiale, une coupe nez-bouche normale doit mettre en évidence la pointe du nez avec les deux narines, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et également le bout du menton. Quand on ne visualise pas le menton, il faudra éliminer un éventuel rétrognatisme. Quand on fait un bilan anatomique d'une fente, ça va être très important de fonctionner par étapes, et notamment de bien analyser l'os maxillaire et le palais postérieur. En bas, vous pouvez voir un os maxillaire parfaitement normal. Sur notre patiente, on retrouve un défect complet à gauche, avec un chevauchement de l'arc maxillaire. À droite, on a juste un défect antérieur alvéolaire. Le palais postérieur, on doit normalement bien visualiser la fusion des processus palatins. Ici, on met en évidence un large défect en coupe axiale. L'analyse du palais, on pourrait y passer 1 heure. Il y a plein de façons d'analyser le palais. On peut passer en sous-mentonnier, en transbuccal, par voie nasale également. Personnellement, la technique que j'utilise le plus, c'est en coupe axiale, en transbuccal. Je trouve que c'est la technique qui va être la plus reproductible et elle permet vraiment une analyse complète du palais. On peut également s'aider du Doppler en coupe sagittale, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On a une communication Doppler entre la cavité buccale et les fosses nasales. On a plein de façons de représenter une fente labio-alvéolo-palatine en 3 dimensions. Vous vous rendrez tout de suite compte qu'il faut vraiment se méfier du mode surfacique. Sur cette image, je ne suis absolument pas capable de certifier que la fente est bilatérale, alors qu'on en a la certitude en imagerie bidimensionnelle. Par contre, ça permet quand même de préparer les couples à la naissance d'un enfant avec une malformation faciale, bien sûr en les prévenant en amont pour savoir s'ils sont d'accord, s'ils ont envie de voir la reconstruction 3D. En tout cas, même s'ils ne veulent pas le voir, ça n'empêche absolument pas l'échographiste de réaliser des acquisitions 3D pour faire d'autres types de reconstruction. Il suffit de choisir un mode dont le rendu immédiat sur l'appareil ne sera pas en mode surfacique. Là, on retrouve plusieurs modes. En mode surfacique classique, tout à gauche. En mode osseux, où on voit très bien le défect de l'os maxillaire. Sur un rendu osseux silhouette en coupe axiale, où on voit le défect maxillaire, le défect palatin, et on voit même le vomer à travers cette fente labio-alvéolo-palatine. Et on peut également utiliser, comme on a vu avec Jean-Philippe sur le cerveau, le TUI pour explorer la phase fœtale et qui va vraiment nous permettre de faire des images sériées. On peut également régler l'épaisseur de coupe en mode osseux. Là, on s'est un petit peu éloigné du sujet qu'on m'avait demandé. On va donc passer à l'exploration du pôle céphalique.
On a donc cette coupe du périmètre céphalique, qui n'est pas forcément d'une qualité exceptionnelle, je le conçois. On voit quand même un cavum qui est en place, avec une belle ligne médiane, et on va s'intéresser un petit peu à la vallée sylvienne de cet enfant. Ça va être... C'est un petit peu foncé, mais c'est un réglage qui... On peut pas. Bon. On voit quand même. La vallée sylvienne. Jean-Philippe vous en a beaucoup parlé, mais on va quand même reparler un petit peu de la vallée sylvienne normale. La vallée sylvienne, c'est le principal repère de la giration à 22 semaines d'aménorrhée. On observe ce sillon sur le cliché du périmètre céphalique, ce qui est un gros avantage parce qu'on va le faire à chacune de nos échographies de dépistage. Et ça en fait donc un repère échographique de choix. Les rapports anatomiques de la vallée sylvienne vont être le lobe frontal au-dessus et en avant, le lobe temporal en dessous et en arrière, le lobe pariétal en arrière. Ce sillon a la particularité d'avoir un fond large et plat. Le fond de la vallée sylvienne, il va progressivement être recouvert en antérieur par le lobe frontal, en postérieur par le lobe temporal. On va appeler ce phénomène l'operculation de la vallée sylvienne. Ainsi, la partie externe de la vallée sylvienne, qui est initialement très large à 22 semaines d'aménorrhée, va devenir progressivement de plus en plus étroite pour arriver au 3e trimestre. Si on zoome un petit peu sur la vallée sylvienne de notre patiente, on peut constater que non seulement il y a un retard très franc de l'operculation de la vallée sylvienne, que cela soit du côté temporal et du côté frontal, mais on a également une anomalie importante de la forme de la vallée sylvienne. En effet, à droite, vous voyez très bien que la vallée sylvienne à 22 semaines, elle a un fond plat. Ici, on a uniquement un pic rudimentaire sur notre vallée sylvienne. On peut donc très fortement suspecter une anomalie franche de la giration dès 22 semaines d'aménorrhée. Voilà l'évolution de cette patiente entre 22 et 27 semaines d'aménorrhée. On remarque que même si on a une petite operculation qui se forme du côté temporal, du côté frontal, c'est absolument pas le cas. On n'a aucune operculation de la vallée sylvienne côté frontal. De plus, il n'y a aucune amélioration de la forme de la vallée sylvienne. Associé, on retrouve vraiment cet aspect de sillon extrêmement rudimentaire en forme de pic. Comme nous l'a déjà dit Jean-Philippe, la coupe coronale, elle va vraiment être capitale dans l'analyse du pôle céphalique. Pourquoi ? Parce que dans les anomalies de la giration, il y a des anomalies de la giration qui vont être focales, diffuses, et seule la coupe coronale va nous permettre de dire qu'on a une atteinte bilatérale et symétrique. C'est le seul moyen de pouvoir comparer les deux hémisphères en échographie. Là, vous voyez qu'à gauche, les vallées sylviennes en coupe coronale ont exactement les mêmes aspects avec ce sillon très rudimentaire. À droite, on a un témoin à 27 semaines avec des vallées sylviennes parfaitement operculées. On peut bien sûr utiliser le 3D également pour explorer le pôle céphalique. En 3D, pour le cerveau, j'utilise essentiellement le TUI. Le TUI va vraiment avoir l'avantage d'avoir une analyse très proche des coupes sériées qu'on peut retrouver en IRM. À partir d'une acquisition coronale, notamment, c'est vraiment celle qui va nous donner les meilleurs rendus pour l'analyse en 3 dimensions. On retrouve également sur les 3D cette vallée sylvienne qui est très mal operculée. Ma comparaison, c'est avec un cerveau de 22 semaines d'aménorrhée. Vous voyez que même à 22 semaines d'aménorrhée, on a une plus belle operculation de notre cas qui est à 27 semaines d'aménorrhée. On peut également faire du 3D surfacique de la face externe du cerveau fœtal. Là, vous pouvez voir à gauche le cerveau fœtal de notre patiente, à droite, un cerveau fœtal normal à 22 semaines d'aménorrhée. Excusez-moi. En fait, sur cette reconstruction 3D hémisphérique, on voit parfaitement le recouvrement de la vallée sylvienne par le lobe temporal et le lobe frontal. Ce qu'on peut visualiser, c'est notamment la forme globale du cerveau, où on va avoir un cerveau qui est presque aussi haut que large.
alors qu'un cerveau normal à 22 semaines d'aménorrhée va être bien plus long que haut. Pour cette patiente, on a réalisé une ACPA qui est revenue totalement équilibrée, une IRM cérébrale fœtale qui confirme un retard giratoire important à type de giration simplifiée. Il y a une demande d'IMG qui a été acceptée par le CPDPN du CHU à la suite de l'IRM. L'examen fœtopathologique confirme les malformations qui ont été décrites échographiquement et découvre une brachydactylie des mains. On a réalisé un exome en post-IMG qui ne retrouve aucune anomalie. Quand on se retrouve en face de cette association syndromique, on est quand même en droit de supposer qu'il puisse y avoir une atteinte génétique. Pour ça, on a un nouveau copain en échographie qui s'appelle Sonio. Alors Sonio, c'est un logiciel d'aide au diagnostic qui, à partir de certains éléments malformatifs, va nous guider dans notre examen échographique pour éliminer ou affirmer un syndrome. J'étais toujours très sceptique quand j'utilisais Sonio sur ce dossier qui me certifiait que c'était une association fortuite, mais en tout cas, le cas lui aura donné raison, l'exome étant revenu parfaitement normal. Je pense qu'on va tous avoir le même take-home message avec la nécessité d'explorer le cerveau dans les 3 plans, hein, en sagittal, en coronal et en axial. Une connaissance précise du normal va être primordiale dans vos analyses échographiques. Merci beaucoup de votre attention. Et puis désolé.